non seulement il avait cette curiosité, mais aussi il avait cette faculté d'analyse et d'appréhender les dossiers scientifiques. L'histoire, il est né en Nouvelle-Zélande. Son prénom, je ne l'ai pas retenu, c'est un prénom de là-bas, maori ou dans cette région-là. Et il avait donc émigré très rapidement en Argentine, où il a fait ses études en Argentine parce que son père était un négociant assez riche. Et ça, c'est important parce que ça lui a déterminé, petit 1, de maîtriser la langue espagnole et petit 2, de s'intéresser aux pays en voie de développement, et ça a été un des fils conducteurs de sa carrière. Ensuite, il est parti donc en Angleterre et il a commencé des études scientifiques, et puis il y a eu la guerre. Et pendant la guerre, il a été pilote d'avion pendant la guerre, et il s'est fait abattre sur le front de la Somme, il a été fait prisonnier et il s'est évadé plusieurs fois. Et à ce titre, il a été largement décoré, puisqu'il a eu la Distinguished Flying Cross, qui est une décoration éminente pour les aviateurs. Et la raison pour laquelle j'ai mis cette cravate, c'est parce que cette cravate est celle des aviateurs de l'armée anglaise, la Royal Air Force. Et pourquoi? Parce que mon père était aussi pilote en 1944, où il a effectué plus de 33 missions de bombardement, dont sur la France également, et il a été aussi décoré la Distinguished Flying Cross pour ses états de fait. Et moi, je fais toujours partie des anciens, et je soutiens cette association, et je suis heureux de porter cette cravate en reconnaissance à tous ces gens qui ont vécu une histoire fantastique. Ensuite, il a fait ses études de chirurgien. Et il fait un fellowship au Royal College of Surgeons, qui est quand même, à cette époque-là, la grande école scientifique de la médecine anglaise. Et c'est resté encore assez récemment. Et une grande distinction, c'était de faire une lecture à ce Royal College of Surgeons. Et moi, j'ai eu l'occasion de la faire, et je peux vous assurer que c'était un grand moment d'émotion aussi, parce qu'il y avait 400 personnes parmi les plus réputés de ce que l'on connaissait, avec des gens d'une sagacité exceptionnelle. Et puis, il a commencé à faire de l'anesthésie dentaire, parce que c'était une activité lucrative. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en Angleterre, mais aussi en France, il y avait un certain nombre d'étudiants. En France, c'était des polytechniciens, puis il y avait aussi d'autres écoles qui faisaient l'anesthésie, qui donnaient l'anesthésie par inhalation. Et d'ores et déjà, il a compris qu'il fallait des techniciens, et que l'administration des gaz anesthésiques, ça ne pouvait pas être fait par n'importe qui. Donc, il a commencé à faire une association de techniciens qui administraient les gaz sous un contrôle médical. Et c'était la Mayfair Association, et donc il a commencé à gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Et puis, par ailleurs, comme il s'intéressait beaucoup à l'anesthésie, pas uniquement à gagner de l'argent avec l'anesthésie, ce qui est quand même une des facultés de l'anesthésie, c'est de pouvoir gagner facilement de l'argent, c'est encore vrai actuellement, il a commencé à faire de l'anesthésie intraveineuse, et il a eu l'occasion d'anesthésier Sir William Morris. Alors, William Morris, c'est les automobiles Morris, les petites Morris que vous avez tous connues, voitures éminemment féminines, et qui permettaient, dans ce coin-là, de bien bosser. Donc lui, William Morris, il était content. Sir William Morris, son histoire, juste entre parenthèses, est intéressante. C'est quelqu'un qui n'a pas pu faire médecine parce que son père est tombé très gravement malade. Il a repris l'activité de commerce de vélo de son père, et non seulement il a fait le commerce de vélo, mais il a commencé à fabriquer des motos. Et ça, c'est juste à côté d'Oxford. C'est tout près d'Oxford, à côté du champ de course et tout ça, et du golf. C'est vraiment assez important, le golf. Pourquoi c'est important le golf? C'est parce que toute la société qui est extrêmement cloisonnée en Angleterre, particulièrement à Oxford, vit autour d'endroits où on se retrouve. Et à Oxford, il y a les collèges, mais il y a aussi il y a des courses de chiens, il y a des courses de chevaux, et il y a le golf.
Et là, ils se sont tous retrouvés dans le Golfe, ils ont commencé avec William Osler, le fameux maladie d'Osler, et ils ont commencé à se voir. Et lui, il a continué à faire de la technique, et il a fourni l'armée anglaise en matériel mécanique, moto et voiture, mais aussi il a commencé à s'intéresser à la médecine, et il a fait le gilet de survie pour l'armée anglaise, les réservoirs de survie pour les sous-marins, le poumon d'acier, du matériel d'anesthésie. Et tout ce que pondait, en particulier Macintosh, c'était fabriqué par Morris. Alors, ce qui est important, c'est qu'on verra après ce qu'il a vraiment inventé. Non seulement Macintosh a eu une activité scientifique qu'on détaillera tout à l'heure, mais également il a fait quelque chose de très important, c'est qu'il a fondé le 9000 Department of Anesthesia, et moi je suis fellow du 9000 Department of Anesthesia. L'histoire est étonnante parce que Lord Neufville, c'est Maurice, hein, il s'est fait entre-temps anoblir, il s'est fait appeler Neufville du temps de là où se trouvait le Golfe. Et il a donné une donation majeure pour créer 3 chaires médecine, chirurgie, obstétrique. Et il a dit, en même temps, il faut faire une chaire d'anesthésie. Les autres docteurs, ils ont dit, anesthésie, ça n'existe pas, on ne va pas faire de chaire. Il a dit, si vous faites pas la chaire d'anesthésie, je ne vous mets pas le blé. Et comme vous n'êtes pas capable de vous le partager, eh ben, j'augmente considérablement la dotation. Et il a créé une dotation pour faire ce laboratoire d'enseignement et de recherche de la médecine et donc de l'anesthésie. Et c'est la première fois qu'il y a eu une activité académique reconnue en anesthésie en Angleterre. Alors il y avait parallèlement aux États-Unis quelque chose qui était équivalent, mais en Europe ça a été de loin le premier et ça existe encore comme on le verra. Et d'emblée, il a fait un certain nombre de choses. La première chose qu'il a fait, il a recruté des ingénieurs. Il a bien compris que la partie technologie en anesthésie était fondamentale. Il y avait la partie physiologie, et on a eu des physiologistes qui se sont intéressés. La pharmacologie, c'est quelque chose de très important, et il y a eu des pharmacologistes, mais aussi il y a eu des ingénieurs. Et quand j'y étais, il y avait déjà toujours une équipe d'ingénieurs qui travaillait dans le cadre du 9000 Department. Et il a fait l'Oxford Vaporizer et le Principle of Accurate Measurement, qui est un bouquin qui est toujours édité. Les grands principes du 9000 Department, c'était d'améliorer la sécurité en anesthésie par un meilleur training, et il faisait des séances de simulation. Et dans le laboratoire où j'ai travaillé, il y avait le Teaching Laboratory, où tous les étudiants, avant de rentrer dans un bloc, passaient 3 mois. Et bien en 3 mois, ils faisaient de la technologie. Ils démontaient des capteurs, ils faisaient ça, et après, ils avaient le droit d'aller dans le bloc opératoire, et ils savaient ce que c'était qu'un capteur, ils savaient ce que c'était qu'un respirateur, et Dieu seul sait si à ce moment-là, la fiabilité des respirateurs n'était pas top niveau. Donc, il y a le fondement scientifique de notre discipline, d'où ça vient, pourquoi les gens dorment, comment on peut administrer, la relation dose-effet, ça n'existait pas, et ça a existé grâce à des gens comme lui. Et pour développer l'équipement, et c'est ce qu'il a fait de plus notoire. Il y a un enseignement théorique, et les internes ont des enseignements théoriques sur les gaz. Ils apprennent les dysfonctionnements des mélangeurs, ils apprennent comment les gaz explosent, protoxyde, et moi j'ai assisté au cours sur l'explosion des gaz, mais c'était absolument hallucinant, on n'imagine pas, 400 étudiants dans le truc, et ça pétait dans tous les coins. Et puis, ils forment des techniciens en anesthésie, puisque quand on démarre une salle à Oxford, la salle, elle est vérifiée par des techniciens, elle n'est pas montée par nous, les checklists ne se font pas par des médecins ou des infirmières, elles se font par des techniciens, et on fait la liste de ce dont on a besoin, et ils mettent en place ce matériel. Il a édité 3 livres, et ces 3 livres, dont un livre sur la loco régionale que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas pu y accéder, et Principle of Measurement of Anesthesia, et ça c'est des livres qui ont été édités en particulier par Kay Sachs, et Kay Sachs, il a été anobli aussi, c'était mon professeur quand j'étais là-bas. Alors, en dehors de l'Angleterre, il a été aux États-Unis, il a fait un voyage à Montevideo. Et à Montevideo, il a regardé comment les gens étaient anesthésiés dans les pays en voie de développement. Et il a fait son expérience d'anesthésie en Espagne à l'occasion de la guerre d'Espagne. Donc il avait déjà un engagement politique certain. Et à ce moment-là, il a trouvé une chose, c'est que pour faire de l'anesthésie, il fallait qu'on soit mobile.
parce qu'on n'avait pas l'électricité, les gaz et tout ça à disposition. Et cet aspect simple et portable, et cet aspect contrôle de l'administration des gaz et de la relation dose-effet, ça, il en a eu l'intime conviction, et c'est ça qui a fait contrôle des pressions et débits. Et donc, comme il ne le faisait pas tout seul, c'est Maurice qui le faisait, et les ingénieurs du Nuffield Department qui travaillaient pour lui fabriquer ces machines. Et le plus célèbre, ça a été cet Ether Oxford Vaporizer. Alors, juste, ça, c'est ce qu'il a, c'est très simple. Il y avait des cristaux de chlorure de calcium qu'on mettait dans l'eau. C'est une réaction exothermique, température limitée, et ça permettait de contrôler l'évaporation et la concentration d'éther. Et ça, c'est la première chose. D'autre part, il y avait un soufflet qui permettait de ventiler les patients, et il y avait un limiteur de pression, et en plus, il y avait une réduction de l'effet espace mort, puisque c'est le premier à avoir mis les valves près du patient pour diminuer l'espace mort. Avant, les gens, ils avaient 300 ml facilement d'espace mort, parce qu'on n'avait pas compris ce que c'est l'espace mort. Donc, dans ce petit appareil qui est grand comme ça, il y avait une concentration de notions importantes à cette époque-là. Et ça remplaçait le Boyle, et peut-être certains d'entre vous, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser les appareils de Boyle avec des mélangeurs 6 gaz, parce que quand les patients étaient en dépression respiratoire, on réinjectait du CO2 dans le circuit pour favoriser la ventilation spontanée. Et donc j'ai donné de l'anesthésie avec ce type d'appareil, et du cyclopropane en particulier, et c'était, je peux vous assurer, extrêmement rudimentaire. Et c'est la raison pour laquelle le vaporizer de Macintosh a été une vraie révolution à ce moment-là, puisque c'était mesure des pressions, contrôle des pressions, mesure des concentrations, contrôle des concentrations de gaz inspirés. Et puis alors, il avait, tout à l'heure je parlais de la guerre, donc pendant la guerre il a été Air Commodore à la Royal Air Force, à la Deuxième Guerre mondiale, donc il a continué à militer dans la Royal Air Force, et il a travaillé pour la sécurité. Alors la première chose qu'il a fait, c'était des méthodes de ventilation artificielle en pression positive. Il a travaillé aussi sur le fait à quel niveau les pilotes pouvaient voler sans oxygène. Donc il a beaucoup travaillé sur et dans le Bomber Command, à ce moment-là, c'était extrêmement important parce qu'il volait à des altitudes. C'est comment les protéger du froid, comment les protéger de l'hypoxie. Puis après, il s'est intéressé aux noyés. Il a remarqué que les noyés, quand ils se noyaient avec la tête en bas. Et qu'au lieu de flotter avec la life jacket, en fait, ils coulaient parce que s'ils n'étaient pas très bien conscients et tout, ils inhalaient de l'eau. Donc il a fait la jacket qui permet de flotter à l'envers. C'est-à-dire avec la tête en haut, et donc de survivre. Ça paraît nul comme truc, mais il fallait y penser, et cette jacket est toujours utilisée dans les avions de la Royal Air Force. Enfin, les matériaux ont changé quand même. Et il a inventé la lame de Macintosh. Alors, au début, la lame, c'était des lames droites. Je rappelle que les ORL continuent à utiliser les lames droites, sauf ceux qui sont développés, ou par exemple à l'IGR, pour faire les endoscopies, ils utilisent les lames de Macintosh. Mais traditionnellement, les ORL continuent à travailler avec des lames qui ont été créées il y a plus d'un siècle. Et puis, il y a la fameuse lame de Miller, et il faut savoir qu'une chose, dans la lame de Miller, on charge l'épiglotte. Ça marche si on charge l'épiglotte, et particulièrement si on fait rétromolaire, c'est-à-dire si on met la lame derrière les molaires pour pouvoir mettre le tube directement. Le problème, c'est quand on met la lame, on charge l'épiglotte, on met le bout de la lame dans le larynx. Et là, il faut avoir une anesthésie très profonde. Et c'était l'occasion de difficulté, parce que si jamais... Je rappelle que les curares, ils étaient à peine nés à ce moment-là, on n'intubait pas forcément sous curare à ce moment-là. Et là, c'était un vrai risque parce que cette courbure ici rentrait directement dans le larynx et puis pouvait causer aussi des lésions directes du larynx. C'est la raison pour laquelle il a inventé ce laryngoscope et comme d'habitude, il avait un sens de la concision exceptionnel. En 3 phrases, il expliquait à quoi ça servait et comment il fallait faire. Et ce laryngoscope, il a l'énorme avantage de pouvoir être mis dans la vallicule. Et la vallicule, c'est au-dessus de l'épiglotte, on est dans la partie oropharynx, c'est-à-dire avec une innervation beaucoup moins riche que le larynx. Donc on a beaucoup moins de réactivité. Et on intubait, d'une part parce qu'on voyait mieux,
Enfin, on voyait bien aussi avec la lame de Miller, mais surtout, on avait des patients semi-conscients sur le champ de bataille. Et ça permettait d'intuber des malades avec des plans d'anesthésie en ventilation spontanée. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec la lame de Miller. Ça, on l'a un petit peu oublié entre-temps. Et puis, quand on voit le design maintenant, on a toutes les tailles, et on voit qu'on décline la même courbure selon qu'on est un enfant ou qu'on a des... C'est exactement la même chose, il y a juste le système d'éclairage qui a un petit peu changé, puisque maintenant on a une fibre optique, alors qu'avant on avait une petite ampoule qui de temps en temps, malicieusement, tombait dans le pharynx du patient, et on était bien ennuyé parce qu'il faisait noir d'une part, et qu'il fallait la récupérer, et qu'il faisait noir dans le pharynx. Et puis il a fait le fameux Macintosh. Et là aussi, c'est extraordinaire. Vous voyez que c'est un quart de page, sa publication. Et la force, l'intelligence, c'est qu'il pose le problème dans les 2 premières phrases, il explique dans la figure et dans cette phrase-là comment il faut faire, et il dit à quoi ça sert et pourquoi l'utiliser. Et en un quart de page, il a fait le tour du problème. Et personne ne peut contester que c'était bien fait. Alors évidemment... Et c'était en 1949. Hein. Et évidemment, ça existe toujours. Donc, il y a maintenant le mandrin d'Eichmann, qui est juste une copie. Ils ont changé le matériau, mais c'est la même chose. Et il y a ce Macintosh Guide, vous voyez, qui a cette courbure-là, qui permet de passer derrière l'épiglotte et de pouvoir ainsi intuber le patient, avec un énorme avantage, c'est de visualiser la glotte au passage du tube. Alors que quand vous intubez, à partir du moment où la sonde d'intubation est devant le larynx, vous ne voyez plus où ça passe. Et ça, c'était un des grands avantages de cette technique. Et on a pu, en France, avec mon copain Léon Saraga, qui est à la retraite depuis quelques années et qui continue à travailler à Papeete et à faire de l'anesthésie à Papeete alors qu'il a largement plus de 70 ans, et il fait des Evassan aussi. Et nous avions donc proposé de réactualiser ce pendant le Macintosh avec un argument. Et l'argument qui devait apparaître dans la publication, c'est que même un porc, il peut s'en servir. Et c'est la photo qui devait apparaître dans la publication, mais qui a été bloquée parce que quelqu'un a expliqué à l'éditeur en chef, Francis Bonnet, que c'est pas vrai, Léon Saraga n'était pas borgne, et on n'a pas pu faire cette joke. Et c'est pour ça que je la fais en privé pour vous, parce que c'est vrai qu'on peut l'utiliser avec un œil, et ça c'est un point important, alors qu'en général, quand on fait de la fibro, il faut être en 3 dimensions. Il a fait aussi quelque chose qui soit peu connu, c'est que c'est le premier à avoir lancé un audit. En 1944, il a contacté William Machine, qui était étudiant à ce moment-là, il lui a dit « il y a un truc qu'il faut faire, c'est compter les morts en anesthésie et voir pourquoi les gens ils meurent l'anesthésie, et faire une enquête pour essayer de comprendre les circonstances ». Il a essayé de le faire en 1945, ça a été refusé, et comme il est obstiné, ça a été accepté en 1949. Et les inquiries sont toujours d'actualité. Et régulièrement, il y a des enquêtes nationales extrêmement intéressantes sur les morts obstétricales, sur les morts par intubation, sur les chocs anaphylactiques, qui font l'objet de publications absolument exceptionnelles et qui remontent à ce financement national pour ces enquêtes-là. Vous vous rendez compte de faire un audit à cette époque-là, mais c'était hallucinant, c'était visionnaire. Et ça, c'est la situation qui a été faite lors de son décès, donc en 1989, dans le British Medical Journal, qui est une des revues les plus célèbres au monde, et où on parlait de son caractère et de son courage, de sa façon de simplifier l'anesthésie ou de la complexifier. Il a toujours été dans une vision simple de l'anesthésie, et en particulier, comme il avait travaillé dans des situations compliquées, il savait aussi gérer les situations critiques, et il a expliqué comment gérer les situations critiques. Donc moi je l'ai rencontré parce que je faisais un sujet mais complètement ésotérique, je travaillais sur la ventilation à haute fréquence et je démontrais qu'un des mécanismes de la ventilation à haute fréquence c'était de mettre en résonance le système respiratoire. De telle sorte que par exemple quand on ventilait à 150 de fréquence, eh bien le patient ventilait à 300 de fréquence qui était sa fréquence de résonance propre. Comme pour le tuyau d'orgue, quand on a la bonne longueur du tuyau d'orgue, ça fait du bon bruit quand il rentre en résonance. C'était complètement ésotérique. Personne ne comprenait rien, il y a juste un japonais et Macintosh qui a compris ce que je faisais.
Et il m'a dit en même temps, c'est très bien, c'est tout à fait bien, votre recherche, elle est très innovante, elle est très bien, malheureusement elle tue la méthode, parce que personne n'y comprendra rien, et tout le monde va penser que c'est vachement compliqué, et donc arrêtez de communiquer là-dessus. Alors j'ai dit non, c'est pas possible, je me suis cassé le tronc pendant plus d'1 an et demi à travailler là-dessus, je ne peux pas oublier, et il avait raison, parce que ça a donné cette image ésotérique à la ventilation de fréquence, qui est en fait quelque chose d'éminemment simple à utiliser en clinique. Mais lui avait compris, et il avait plus de 80 ans. Alors après, eh bien, le No-Field Department, il a continué. Il a développé des axes extrêmement utiles. Clive Hahn, c'est les gaz du sang. Kay Sachs, c'est le respiratoire, c'est avec lui que j'ai travaillé. Cédric Price-Robert, c'est la physiologie cardiaque. Il y a eu aussi la physiologie respiratoire, puisque Nuns travaillait en collaboration, il était à Leeds, il travaillait en collaboration, et Pierre Foy, qui a fait aussi, qui était un Genevois, qui a fait toute sa carrière là-bas, et qui a animé, qui a été aussi chef, No-Field professeur. Actuellement, ils font de l'imagerie fonctionnelle cérébrale et de l'anesthésie, ils vont au mécanisme de l'anesthésie générale par l'IRM fonctionnel, et ils ont une création de la centre de recherche de la douleur et des mécanismes de la douleur avec des équipes qui sont internationalement bien connues. Et là, ils ont fondé un département, cette fois-ci, qui est ouvert à la neurologie, qui est ouvert à la clinique de la douleur et à la pharmacologie. Et comme d'habitude, ils essaiment dans multispécialités. Et c'est la voie, à mon avis, pour l'anesthésie, c'est de s'ouvrir aux autres spécialités. Et puis, ça a été les premiers au monde à créer un centre de simulation, on l'oublie trop. En conclusion, Sir McIntosh, il a promu l'anesthésie-réanimation au rang de discipline universitaire. Et ça, il faut savoir que c'était une prouesse, parce que ça a été fait contre nos collègues médecins. Je vous rappelle qu'actuellement, au choix des internes cette année, la première discipline choisie, c'est l'anesthésie-réanimation, devant l'ophtalmo, la cardio, etc. Et vous savez quelle est la dernière discipline choisie? La chirurgie cardiaque. Quel retournement de situation. Et merci à Sir McIntosh de nous avoir mis dans cet aspect universitaire de l'anesthésie. Il a priorisé la sécurité anesthésique en développant des systèmes adaptés qui sont toujours utilisés 75 ans après. Quand ce système de ventilation, il est encore vrai, il n'avait pas fait la HOCD, hein, il était en circuit ouvert. Hein. C'est ailleurs que ça s'est fait la HOCD. Il a fondé le No-Field Department of Anesthetics en groupant les cliniciens impliqués dans la recherche de la clinique ouvert aux autres disciplines. Et il a pris en considération les problèmes des contrées peu développées. Et ça, il y a peu de gens qui le font encore actuellement. On a une médecine extrêmement sophistiquée qui n'est pas vraiment applicable dans les pays en voie de développement. Et cet effort, même si l'ASFAR le fait avec les pays africains, n'est pas relayé par les industries parce qu'il n'y a pas cette espèce de connivence entre les techniciens et les médecins. Je vous remercie de votre attention.